bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on va parler d'un sujet, je pense, qui concerne tout le monde, qui est l'alimentation du futur. J'ai rajouté un petit bout de titre qui explique un peu sur quoi je vais parler. Donc, moins de viande, avec point d'interrogation, et plus d'alternatives. Je ne sais pas si à la fin de la conférence, on aura la réponse. En tout cas, on aura quelques éléments de réflexion. Peut-être chacun il fera un peu sa propre opinion. Donc je vous présente rapidement ce que j'ai dit à la collègue juste avant. J'ai dit les enseignants, on a bien parlé de nous au début des cours, donc je respecte cette règle. Donc je suis enseignant-chercheur. Vous voyez à gauche, je suis enseignant, à droite, je suis chercheur. Enseignant, donc je suis à l'ISARA, c'est une école d'ingénieurs agronomiques à Lyon. Je suis spécialiste des productions animales, avec tout de même une spécialisation sur la viande. Et là, ce que vous voyez ici, c'est les matières que j'enseigne à l'ISARA. Et à droite, je suis en même temps chercheur associé à INRAE. En fait, c'était INRA il y a quelques années. Depuis 2020, ça s'appelle INRAE, c'est l'Institut national de recherche agronomique et d'environnement, donc le petit E, c'est l'environnement. Dans une unité qui s'appelle UMRH, Unité mixte de recherche sur les herbivores. Et pour ce sujet-là, donc je travaille sur la qualité de la viande et je travaille depuis quelques années sur un autre sujet qui complète la recherche sur la viande, qui est les alternatives des produits animaux, et un sujet qui me passionne, qui me tient à cœur et sur lequel je m'investis davantage. Et je suis pour ce sujet-là expert auprès de la FAO et de l'OMS, donc on fait appel à mes expertises sur ce sujet-là. Donc ça, c'est la présentation. Sur quoi je vais parler aujourd'hui, donc là il y a un plan. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais en tout cas on essaiera en tout cas de respecter au maximum. Donc il y aura une introduction générale qui va traiter ces thèmes-là, et ensuite on va parler d'un sujet un peu plus spécifique qui est la viande de culture. Je l'ai mise en première position par rapport aux autres alternatives parce qu'elle est moins connue, plus nouvelle, et il y a beaucoup plus de controverses ici que là, par exemple. Et ensuite, je finirai, si j'ai le temps, de parler sur les analogues végétaux, qu'on appelle les substituts végétaux, les alternatives végétales, qu'on appelle à tort, en tout cas d'un point de vue réglementaire, les steaks végétaux, et pourquoi pas parler à la fin des insectes comestibles. Donc pour ceux qui n'ont pas mangé encore, je vous dis bon appétit d'avance. Donc l'introduction. Tout d'abord, on va parler sur le contexte et les défis de l'élevage. Vous voyez ici sur cette diapo, j'aime bien la présenter parce qu'elle a été faite par des étudiants de 3e année, il y a quelques années. Et en fait, sur cette diapo-là, on voit un peu les défis auxquels est confronté l'élevage de manière globale, notamment en France. Donc ce que vous voyez ici, c'est que ça s'étale sur un siècle, de 1900 à 2000. Donc vous voyez, on était, notamment après la Seconde Guerre mondiale, sur un contexte très productiviste. Il fallait produire pour nourrir les gens, notamment suite à une famine. C'est là d'ailleurs où il y a eu la création de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. On a tout fait pour produire. Et ensuite, on s'est rendu compte que produire à n'importe quel coût, c'est pas bon. Donc il fallait ajouter et rajouter d'autres dimensions intéressantes, notamment l'efficacité. C'est bien de produire, mais c'est encore mieux de produire à moindre coût, par exemple. Et aussi la composition des produits, notamment la qualité, et au fil des temps, on a rajouté d'autres dimensions, notamment la dimension environnementale, ça remonte aux années 90, fin 80, début 90, et presque vers les années 2000 quand on s'est intéressé au bien-être animal. Donc vous voyez qu'au fil des années, il fallait quand même penser à chaque fois de rajouter quelque chose, et l'éleveur qui doit produire des produits animaux, viande, lait, œufs, etc., il est censé prendre en compte toutes ces dimensions-là pour satisfaire à la fin une clientèle qui est de plus en plus exigeante et de plus en plus connaissante et connaisseuse de son alimentation. Là, vous voyez, les défis et les enjeux sociétaux sont sur cette diapo. Tout d'abord, il faut produire. Parce que tout le monde sait que d'ici 2050, on ne sera pas loin de 10 milliards sur Terre. Donc il faut produire. Il faut produire de manière même abondante. Donc augmentation ou meilleure répartition de la production des protéines. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains scientifiques qui disent que ce que nous avons actuellement comme denrées alimentaires sur Terre devrait suffire, à condition de mieux répartir
Ça veut dire qu'il y aura peut-être des gens qui mangeront moins, d'autres qui mangeront plus. On va revenir plus tard sur cette dimension-là. Deuxième chose, couplée à une réduction de l'empreinte environnementale, on ne peut pas continuer à produire de la même façon qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire on s'est rendu compte que la planète souffre. Donc il va falloir qu'on raisonne autrement nos modes et nos systèmes de production. Et à la fin, répondre aux attentes de la société en termes de bien-être animal, de qualité des produits pour le consommateur. Je n'aurais plus juste mettre qualité des produits. Parce que le mot qualité, finalement, il est tellement, pourtant il est simple, il est tellement complexe, en fait, on peut carrément mettre le bien-être animal dans la qualité des produits. Parce que le mot qualité veut dire répondre à un certain nombre de besoins. Et les besoins des gens, finalement, ils sont, dans la définition légale de la qualité, c'est le fait de répondre à des besoins explicites ou implicites, visibles ou invisibles. Et en fait, on peut tout mettre dedans, parce que vos besoins ne sont pas forcément les miens, et les miens d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier, encore moins ceux de demain. Donc la notion de la qualité, elle est complexe et elle évolue dans le temps. Et on l'a vu avec le graphe sur les défis d'élevage, on a rajouté de nouvelles dimensions à la qualité au fil du temps. Donc finalement, on peut mettre dans la qualité tout, y compris la qualité intrinsèque, donc la valeur nutritionnelle du produit, sa qualité organoleptique et sensorielle, et aussi son empreinte environnementale, mais on peut mettre aussi la qualité extrinsèque, la rémunération de l'éleveur par exemple, le respect du bien-être animal, le fait que ça soit local et non pas de l'autre bout du monde, etc., etc. Et tout ça, ça rentre dans le terme de qualité. Et pour essayer en tout cas de répondre à ça, donc je me permets de faire un peu de publicité, donc on a écrit en 2020 un ouvrage qui s'appelle L'élevage pour l'agroécologie et l'alimentation durable. Je devais ramener normalement un exemplaire pour la médiathèque. Et je suis désolé, je ne suis pas passé par mon bureau, donc ce sera peut-être renvoyé plus tard. Mais en tout cas, dans ce livre-là, on a essayé, quand je dis on a, parce qu'on était une vingtaine de scientifiques à avoir rédigé ce livre, de répondre en tout cas à certaines questions que les gens posent au sujet de l'élevage. L'élevage et le bien-être animal, l'élevage et les maladies récentes, l'élevage et le stress qui est fait à l'abattage, etc., etc. Et en même temps, on a essayé de parler sur les perspectives d'évolution de l'élevage. Est-ce qu'on aura une agriculture davantage agroécologique? Est-ce qu'on va pouvoir être en mesure de répondre aux défis climatiques? Quelle est la place de la technologie dans l'élevage du futur? Et également, vous voyez ici les alternatives aux produits animaux, les anano-végétaux, la viande in vitro, artificielle, etc. Quelle est leur place dans un régime davantage durable? Donc on a essayé vraiment de répondre à ces enjeux de manière scientifique dans cet ouvrage-là. Je ne sais pas si on a réussi l'exercice, mais en tout cas on a tenté de le faire. Maintenant, la question qu'on se pose, après avoir compris un peu les enjeux de l'élevage, faut-il produire moins? En fait, quand on va regarder les stats, si on regarde ici, je suis désolé, il y a certaines diapos qui sont en anglais, mais bon, je pense que c'est assez simple en tout cas. Donc, si on regarde par exemple la production de lait dans le monde, vous avez les projections ici jusqu'à 2050. Ça, c'est les projections de la FAO. Donc, vous voyez que la tendance globale qui est en vert, elle est plutôt une tendance à la hausse. Cette hausse, elle n'est pas due au monde, aux pays développés, mais plutôt aux pays en voie de développement. Ça, c'est pour le lait. On va regarder la viande, c'est la même chose. Si on va regarder les œufs, c'est la même chose. Donc le constat qu'on fait ici, c'est que c'est sûr qu'on aura besoin de produire davantage. On ne peut pas dire, et on ne peut pas se permettre actuellement de dire à l'échelle de la planète, on va pouvoir produire moins. C'est sûr qu'on va produire plus, toutes les prévisions le disent. Maintenant, si on va regarder la partie consommation, ça c'était la production, la partie consommation. À l'instant T, si on regarde ce graphe ici, il représente quoi? Il représente ce que certains pays dans le monde, vous voyez, mangent en termes de protéines végétales en vert et protéines animales, que ce soit du lait ou de la viande ou du poisson. Donc, je ne veux pas détailler tout le graphe. L'unité ici, c'est en grammes de protéines par jour par habitant. Donc, on voit très bien que l'Union européenne et les États-Unis, ce sont les plus gros consommateurs de produits animaux, notamment le lait et les viandes de manière globale. Donc, on mange quand même par rapport au reste du monde beaucoup plus de produits animaux, notamment le lait.
plus spécifique, parce que c'est ce qui nous intéresse davantage dans cette conférence, c'est la consommation de la viande. On ne va pas parler du lait, on ne va pas parler de ça. Et là, je vous pose une question. Quelle est, selon vous, la quantité de produits animaux consommés par les Français, en moyenne bien entendu, parce qu'il y a des gens qui ne consomment pas du tout, en kilogrammes par habitant et par an? Tout produit animal confondu, tout. C'est-à-dire le lait, la viande, le fromage, le poisson, tout. Vous avez une idée? 500 kilos. Tous les produits. Fromage, viande, 50, 100, je dirais un peu plus. J'ai un étudiant une fois qui m'a dit 800. J'ai dit on parle de dinosaures. 100, c'est un peu trop. Regardez la réponse. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient assez proches de cette valeur. Très bien, merci. À peu près 240 par habitant ou par an. Maintenant, je vous pose la deuxième question. Quelle est la part de viande, tout type de viande, rouge, blanche, tout ce que vous voulez? Quelle est la part des viandes, de viande dans cette consommation? Soit en pourcentage, soit en kilogrammes. La moitié, donc on tomberait vers 120 et quelques. 80, c'est très précis. C'est assez bas. Généralement, au cours, quand j'ai une réponse très précise, c'est que les étudiants ont déjà pompé sur le cours de l'année dernière. Là, ça ne risque pas d'arriver. Donc, à peu près 89 kilos par habitant et par an. Attention, ne soyez pas étonnés si vous regardez, que ce soit aux infos, dans certains dossiers, quelques différences, parce que parfois les périmètres pris en compte pour calculer ça sont différents. Par exemple, est-ce qu'on prend en compte du gibier dedans ou pas? C'est une différence. Est-ce que les produits tripiers sont considérés comme étant des produits carnés? Certains ils les prennent en compte, pas d'autres. Donc, si vous n'êtes pas forcément à 89, vous serez peut-être à 85, quelque chose comme ça, quoi. Donc, mais globalement, c'est une tendance assez juste avec des chiffres intéressants. Maintenant, on va regarder la composition de ces 46. En fait, vous voyez ici, il y a 74 kg de produits lactés et 27 kg de fromage. C'est pas mal. 8 kg de beurre. C'est énorme. 33 kg, presque 34 de poissons et coquillages. C'est normal, il y a les coquilles. Tout à fait. 700 g de miel, 89 de viande, toute espèce confondue, et 14 kg en moyenne d'œufs. Ça correspond à 220 œufs à peu près consommés par les Français. Je ne sais pas si ce chiffre vous paraît énorme ou oui, je vous en prie. Est-ce que le calcul prend en compte tous les produits transformés que nous mangeons, par exemple, on achète du pain brisé et du beurre dedans? A priori, oui. Oui, c'est pas uniquement la mode de beurre. Pas les produits bruts. Notamment le 8 kg de beurre, c'est vraiment pas du beurre qu'on tartine le matin. Donc, bon, généralement, je pose la question en disant est-ce que vous pensez que, par exemple, 89 kg de viande, c'est beaucoup ou pas assez? En fait, ça ne veut rien dire, parce que tout dépend avec qui on se compare. Je vous donne un exemple. En France, on mange en moyenne 32,1 kg de porc par an, de viande porcine. Ce chiffre-là, parfois, quand je le dis aux étudiants, ils me disent mais c'est beaucoup, ça ne veut rien dire, parce que la moyenne européenne est aux alentours de 41. Un Danois mange 84 kg par an, presque bouffe une carcasse entière chaque année. Donc on est des petits joueurs finalement en France par rapport aux Danois, mais on mange beaucoup plus qu'un Chinois ou qu'un Africain, etc. Donc ça veut rien dire, tout dépend avec qui on compare. Maintenant on va regarder cette consommation de viande. Finalement, quelle est sa tendance globale? En fait, vous voyez l'intitulé ici, c'est chute de la consommation en France. Donc vous voyez les graphes qui sont très récents, c'est des graphes de la Grèce, qui donnent des statistiques jusqu'à 2023. Donc on voit que la consommation totale de viande fléchit avec moins 1,4% par an de moins, tous les ans. Donc ça ne fait que baisser, en tout cas ces dernières années. Si on voit la viande de boucherie particulière, qu'on appelle la viande rouge, la consommation totale de viande de boucherie diminue de 3,7%, notamment celle des viandes bovines en premier lieu, ensuite porcine et à la fin ovine.
volume enregistré ces 20 dernières années avec en moyenne moins 0,5 par an, en moyenne. Donc ça ne fait que baisser en fait. La consommation de viande bovine diminue à elle seule 3,7% par an entre 2002, 2022 et 2023. Donc, ce que vous voyez ici sur le graphe en bas, en fait, c'est le détail de la partie globale ici. Donc, vous voyez la viande bovine en rouge, elle baisse. Vous voyez. Mais il y a d'autres viandes qui gagnent davantage de terrain, notamment la volaille, qui est considérée comme étant une viande beaucoup plus diététique qu'une viande rouge. Maintenant, je vous pose la question, et là on risque de s'attarder davantage sur cette diapo. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette baisse de consommation? Le prix. On lève la main, s'il vous plaît. Voilà, le prix, c'est très bien, c'est la première réponse. Mais il y a plusieurs réponses. Donc les raisons sont multifactorielles. Donc la première chose, c'est le prix. D'autant plus quand on est dans un contexte d'inflation comme celui qu'on vit actuellement. Donc le prix. Pardon, la santé. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez détailler par rapport à la santé? Je ne connais pas, mais comme souvenir, après la deuxième guerre, on en parlait de produits qu'on mangeait. Aujourd'hui, il y a pas mal d'articles qui disent qu'il y a des risques cancérigènes, etc. Tout à ça. Tout à fait. D'ailleurs, l'OMS avait considéré comme étant la charcuterie comme cancérigène et la viande rouge comme étant potentiellement cancérigène. Donc, il y a un problème par rapport à la viande rouge et la viande transformée, voire ultra transformée, avec un lien qui reste quand même tout de même flou entre ces produits-là et le cancer colorectal, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Actuellement, je participe à une expertise organisée par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et ça va durer 3 ans. On a eu la première réunion à Porto il y a quelques mois, et en fin de compte, on s'est rendu compte que les choses sont loin d'être simples. Certainement, il y a un lien. Quel type de lien? Et surtout, ce qui est compliqué, quelle est la quantité qu'on peut recommander? Et ça, il y a vraiment un gros débat entre les scientifiques. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc la première raison, c'était le prix. C'est vraiment la raison que je mettrai en premier. Deuxième, c'est la santé. D'autres raisons. L'idéologie. On est vegan, on est. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cuire, viande. Donc les nouveaux régimes alimentaires, on va dire. Voilà. Vegan, végétarien, végétalien, flexitarien. Qu'est-ce que c'est un vegan? Est-ce qu'on peut dire un vegan quelqu'un qui ne mange pas de produits animaux? Quelqu'un n'utilise pas. Oui. Il n'utilise pas. Je préfère ce terme. Il n'utilise pas. Parce qu'il est-ce qu'il peut mettre une veste en cuir, par exemple? On est au-delà de la consommation. La consommation, en tout cas, alimentaire. Vegan, c'est vraiment un mode de vie ou quelqu'un qui s'oppose à toute exploitation de l'animal, même pour la thérapie. Vous voyez? Alors que celui qui garde ça pour une partie plutôt alimentaire, c'est le végétalien. Végétalien, il ne mange pas de produits animaux, pas de lait, pas de viande, etc. Mais il n'est pas contre à l'exploitation de l'animal sur autre chose. Un végétarien, maintenant. Donc un végétarien, il va manger certains produits animaux, comme le fromage, le lait, les œufs, mais il ne mange pas la chair animale. Et pourquoi je dis la chair animale? Parce que dans le mot chair animale, il y a poisson, il y a viande. Et c'est pour ça qu'on peut diviser les végétariens en 2 catégories. Pesco-végétariens, ceux qui mangent le poisson, et végétariens, ceux qui ne mangent pas de poisson. Après, on peut trouver des ovo, lacto, ovo, enfin, il y a tout un tas de... Voilà. En tout cas, moi, je suis ovo, lacto, carbo, végétarien. Et flexitarien, maintenant. Il y avait également des animaux. Aussi, ça, vous parlez sur des raisons de baisse. On va juste définir le dernier terme, après je reviens, tout à fait. Donc le dernier terme, c'est flexitarien. Qu'est-ce que c'est pour vous, un flexitarien? Un mi-chemin entre végétarien et carnassier, quoi. À la base, c'était ça. D'ailleurs, c'est un terme qui vient de l'anglais. Finalement, c'est quelqu'un de flexible, mais il est quand même un peu végétarien. Donc on va contracter les deux, ça fait flexitarien. Il y a plusieurs définitions. Et je vous raconte une petite anecdote. J'étais dans un jury et il y avait une étudiante qui parlait, ou un étudiant, je dirais, qui parlait sur le flexitarien.
flexitarisme, le flexitarien. Moi, je me pose la question tout naturellement, est-ce que vous pouvez définir, parce que je sais qu'il y a un débat autour de la définition, donc je voulais savoir sur quel type de flexitarien elle va, ou il part. Donc j'avais posé la question, quelle est la définition du flexitarien? Et l'étudiant ou l'étudiante avait dit, un flexitarien, c'est quelqu'un qui mange la viande, mais il ne l'achète pas. En fait, j'avais un collègue à côté de moi qui m'a dit, ça c'est la définition d'un radin. Ça c'est juste qu'il n'a pas envie de dépenser d'argent. Donc la définition finalement la plus commune au flexitarien, c'est celui qui réduit sa consommation de viande en termes de quantité, mais il aura tendance à manger mieux mais moins. Voilà. Donc il achètera de la bonne viande, mais au lieu de manger 3, 4, 5 fois par semaine, il n'en mangera que 2, mais quand il achète de la bonne viande. Voilà. Ça c'est la définition la plus commune. Et donc on a une réponse ici, l'amour de l'animal. Oui, donc il y a des mouvances qui disent que pourquoi j'ai le droit d'exploiter cet animal, notamment le véganisme, pourquoi ai-je le droit de tuer l'animal, et donc il s'oppose à l'abattage des animaux, donc il ne va plus manger de la viande. Tout à fait. D'autres raisons? La prise de conscience de certains facteurs qui tournent autour des animaux, notamment donc, le bien-être animal, bien sûr, et également le problème peut-être un peu plus complexe de l'utilisation des terres qu'on utilise notamment en Amérique du Sud pour nourrir, on déforeste, pour nourrir les animaux qui ensuite servent à nourrir les humains, alors qu'on pourrait peut-être utiliser ces terres pour faire pousser des aliments destinés directement à l'alimentation humaine. Tout à fait, et ça fait partie notamment des raisons qu'on va voir ici finalement. Donc tout ce que vous avez dit, vraiment tous, il est là. Donc la première chose, c'est le prix. Deuxième chose, contexte difficile, tout ce que vous avez raconté tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, on connaît mieux les choses, on s'est rendu compte que l'élevage pollue, ça c'est indiscutable, même s'il y a beaucoup de fausses informations autour, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, l'élevage pollue, notamment l'élevage de viande, notamment l'élevage de viande bovine. Deuxième chose, le bien-être animal, on s'est rendu compte qu'il y a des choses peut-être à améliorer, il y a des pratiques peut-être qui sont discutables. Par exemple, je vous donne l'exemple de la castration dans la filière porcine, ou les cornages par exemple pour les veaux, etc., ou le gavage des oies. Et ça, c'est des pratiques qui ont fait que les gens prennent conscience, disent mais moi, produire de la viande avec ce type de pratique-là, je m'y oppose, ou je vais essayer de réduire, etc. Troisième chose, ça n'a pas été dit, qualité variable. Ça, c'est un point très important. Et là, c'est valable et vrai quand on parle de la viande bovine. On a un problème de qualité sensorielle et organoleptique en France. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, vous achetez de la viande, c'est quand même assez standardisé, quoi. Globalement, quand on achète le même morceau chez la même personne, on a quand même beaucoup plus de chances de retomber sur la même qualité qu'en France. En France, essayez, vous achetez votre viande chez le boucher, vous la payez au même prix, vous donnez toujours les mêmes instructions sur le même muscle, etc. On a des qualités variables. Et ça, c'est le problème de la filière bovine, pas qu'en France, mais en Europe de manière globale. Et moi, j'avais fait un doctorat pendant 3 ans à l'INRA sur le sujet, et j'ai cru, en tout cas, qu'au bout de 3 ans, je vais essayer de trouver une loi générale, parce que j'avais fait des analyses statistiques, qui permet vraiment de donner une équation qui permet de dire que si on prend tel ou tel paramètre, tel ou tel pourcentage de tel ou tel animal, a priori, on devrait tomber sur telle ou telle qualité. J'ai essayé de faire ça, et le but c'était de trouver une loi générale qui permet de prédire la tendreté, notamment de la viande. Et je me rappelle, le jour de ma soutenance, on m'a posé la question, quelle est la loi générale finalement pour maîtriser et prédire la qualité de la viande? Et j'avais dit, la seule loi générale, c'est qu'il n'existe aucune loi générale finalement pour prédire la viande, notamment en France. C'est très difficile. On ne parle pas de machine, on parle de vivant, et c'est encore plus complexe quand il s'agit de bovins, notamment en France. Pourquoi? Parce que les âges d'abattage ne sont pas les mêmes, les types d'animaux ne sont pas les mêmes, l'alimentation n'est pas la même, et parfois on est en train de parler de la tendreté d'un animal, alors qu'entre un faux filet, un rongite, etc., c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc il y a l'effet muscle, il y a l'effet race, il y a l'effet genre d'animal, etc., etc. Donc la qualité variable, elle est pour quelque chose. Les changements d'habitude alimentaire, tout ce qu'on a parlé, le véganisme, le végétarisme, etc. Ça c'est l'origine alimentaire. Changement d'habitude alimentaire, les gens ont de moins en moins de temps pour cuisiner, pour préparer
préparés, etc. Donc on aura peut-être tendance à aller vers des plats préparés, et pourquoi pas des produits végétaux sont plus faciles peut-être à cuire qu'un steak ou qu'un morceau de viande, etc. Et le dernier point, et c'est ce qui va faire la transition avec la suite, c'est les nouvelles alternatives. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'alternatives pour ceux qui veulent arrêter la consommation de la viande de manière pure et simple, ou ceux qui veulent réduire, ben, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'alternatives qui s'offrent aux consommateurs. Donc ça leur donne beaucoup plus de choix qu'autrefois. Et c'est ce qu'on va détailler en tout cas lors de cette conférence. Là, je vous mets quelques bibliographies, je vais détailler certaines choses, et le diaporama, je vous le vois après si vous voulez partager avec vous. Donc maintenant, on va passer à la première alternative, qui est le deuxième point finalement dans cette présentation. La viande de culture. Tout d'abord, avant de détailler, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la viande de culture? C'est la viande de culture, c'est la viande cultivée, c'est la viande de laboratoire, c'est la viande de synthèse, c'est la clean meat, fake meat, lab meat. Il y a peut-être une trentaine de noms, en tout cas, alors qu'on parle de la même chose. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc aux infos, il y a eu des choses qui sont passées. Donc c'est la viande de laboratoire. Aujourd'hui, on est capable de produire un steak sans forcément utiliser un animal. Dans un laboratoire, je vais pouvoir produire un steak. Et c'est ça c'est un sujet sur lequel on va parler, parce que j'ai eu l'opportunité d'écrire avec mes collègues beaucoup d'articles sur le sujet, et à mon avis, c'est un sujet qui est mal connu, et pour certains, lorsqu'il est connu, on mélange tout et n'importe quoi. Donc on va essayer en tout cas d'émêler le vrai du faux lors de cette présentation. Tout d'abord, vous voyez, le premier point, c'est pourquoi on s'intéresse à autant d'alternatives? La réponse, elle est dans l'introduction qu'on vient de faire. Parce qu'on a eu des problèmes avec l'élevage conventionnel, on va essayer de trouver des alternatives. C'est ça la question. Donc je vous renvoie vers l'introduction. Ensuite, et alors, s'il y a un problème, il va falloir présenter des alternatives ou des substituts, avec tout de même une différence entre substitut et alternative. On peut utiliser l'un pour l'autre. Mais généralement, quand on va rentrer dans le détail sémantique, c'est pas du tout la même chose. Quand on va utiliser le terme substitut, on va remplacer totalement les produits animaux. Alors qu'alternative, on va garder les produits animaux et on va présenter ça comme une offre de plus aux consommateurs. Donc il y a les deux. Donc il y a tout un tas d'alternatives, anciennes et nouvelles, ce que vous voyez ici. Et donc là, on a la viande de culture. La viande de culture, c'est une alternative qui a été présentée la première fois, c'était en 2013, par ce monsieur, Mark Post, qui est un chercheur à l'université de Maastricht aux Pays-Bas, qui avait produit un steak, c'est la vraie photo du steak, que vous voyez ici sur l'article du journal, 142 grammes à 250 000 €. 2 millions d'euros le kilo. Donc autant vous dire, personnellement, j'aurais du mal à acheter ça toutes les semaines. À mon avis, je ne suis pas le seul. Hein. Ça a été diffusé dans une émission télé le 5 août 2013 avec deux buteurs assermentés qui sont là. Et il y a eu un fort engouement médiatique autour de cette question. On ne parlait que de ça, c'est la révolution technologique, c'est fini, bye bye les vaches, maintenant on va manger que des steaks produits dans des laboratoires. Avec beaucoup de promesses qui ont été faites à cette époque-là, et on va voir est-ce que ces promesses-là, ils les ont tenues ou pas. Regardez cet article qu'on avait publié dans la revue Technique de l'ingénieur il y a quelques années. On avait regardé les articles de presse. Donc la viticulture, c'est quelque chose qui existait, sur lequel on avait déjà parlé. Mais vous voyez qu'à partir de 2013, alors là, il y a eu un fort engouement. Ça s'est calmé un peu après. 2013, c'est là où il y en a un peu plus. Ça s'est calmé et ensuite, ça monte en exponentiel. Vous voyez? Donc on avait recensé à l'époque plus de 13 000 articles de presse. Ça, c'est des articles de presse. Sans regarder maintenant des articles scientifiques. Scientifiques, c'est-à-dire qui ont été évalués par des pairs dans des journaux à comité de lecture. En anglais, essentiellement, mais quelques-uns en français. Et donc là, vous voyez qu'on avait recensé en 2023, il n'y avait pas toute l'année 2023, mais jusqu'à la fin 2022, début 2023, 1000 articles scientifiques.
sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, il y a eu que quelques articles. Mais vous voyez qu'à partir de 2013, il y en a eu de plus en plus. Et là, ces dernières années, on passe du simple au double. Ça monte vraiment exponentiel. Vous voyez, avant 2020, 327. Depuis 2020, plus que le double. Vous voyez. Donc ça montre quoi? Ça montre un engouement scientifique autour de ça. Maintenant, regardez ce graphe qui est tiré de la GFI, c'est la Good Food Institute, qui est spécialiste justement des alternatives. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas les articles, juste le nombre d'articles, mais on a aussi quel type d'articles. Et là, vous voyez qu'essentiellement, quand même, il y a beaucoup de revues. Les revues, c'est des revues de synthèse. Et ça, quand on a sur un sujet beaucoup de revues de synthèse et moins d'articles, de résultats originaux, ça montre quoi? Ça montre que la technologie elle-même n'avance pas tant que ça et en fait finalement que reproduire des choses qui ont été déjà faites avant. L'article de synthèse n'invente pas le monde et va juste faire l'état de l'art à l'instant T sur le sujet. Donc ici, il y a quand même beaucoup plus d'articles de synthèse, en tout cas il y en a beaucoup par rapport à d'autres thématiques, par rapport aux articles originaux. Maintenant, vous voyez la chronologie de la viande de culture. Je vous rassure, je ne veux pas lire tout ce qui est marqué sur la diapo, parce que ça fait beaucoup de choses. Je vous l'enverrai, vous pouvez regarder le détail. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de 2020. Ce qui s'est passé entre 2013 et 2020, c'est globalement pas grand-chose. Mais à partir de 2020, les choses se sont vraiment bien accélérées. Parce qu'en 2020, en décembre 2020, on sortait quand même du confinement. Et Singapour a autorisé la vente, la commercialisation de la viande de culture. Notamment, c'était des nuggets cultivés par une société qui s'appelle Ijaz, basée à Singapour, pour vendre ces produits dans un restaurant à Singapour. Et à partir de 2020, c'est vrai que les choses se sont accélérées. Notamment en 2022, les États-Unis ont autorisé à 2 sociétés, dont une, c'est la même société à Singapour, qui est Ijaz, pour commercialiser la viande de culture aux États-Unis. En 2024, il y a un an, jour pour jour presse, autorisation en Israël d'AL Farms, une société assez pionnière dans le domaine, pour la commercialisation de sa viande cultivée. Et en 2024, on a carrément une douzaine de pays européens qui ont interdit la viande de culture. Donc vous voyez que ça bouge dans certains pays dans un sens et ça bouge en Europe dans l'autre sens. Vous voyez. Donc tout ça, c'est un peu l'historique de la viande de culture. Maintenant, on va regarder rapidement les techniques. La technique, elle est assez simple. D'ailleurs, on la connaît depuis très longtemps. C'est basé sur la médecine finalement régénérative, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une blessure, finalement, il y a une cicatrisation. La cicatrisation, c'est des cellules qui se collent, qui tapissent, et ça fait une couche, une deuxième couche, etc. Et ben, c'est la même chose. Ils ont utilisé la même technologie. Ils vont prélever des cellules sur une vache, ça peut être une poule, ça peut être un porc, etc. On va prélever des cellules, on va les mettre dans un milieu favorable, enrichi, contrôlé, avec une température bien spécifique, des aliments bien spécifiques, et ça va se développer 2, 3, 1000 milliards, etc. Jusqu'à ce que ça fasse une première couche, deuxième couche, troisième couche, et ça fera ça. Ça, c'était le premier steak burger artificiel qui a été fait avec cette méthode. Ensuite, on a eu des méthodes un peu plus sophistiquées. C'est-à-dire que là, vous avez que des fibres musculaires qui, comme vous voyez, ça ressemble plus à un steak haché qu'autre chose. Alors qu'entre-temps, on a développé de nouvelles méthodes où on n'a pas mis que des fibres musculaires, on a mis des fibres musculaires, des cellules adipeuses qui vont donner de la graisse, des cellules sanguines et aussi du collagène. Et on a fait ce qu'on appelle la co-culture de toutes ces cellules pour donner ça. Donc vous voyez, ça ressemble davantage à de la viande, mais ça reste tout de même des couches assez fines par rapport à un vrai morceau de viande. Donc ça, c'est vraiment la technologie de manière assez simple. Maintenant, on va voir ce qui se cache derrière la viande de culture. On a vu comment, donc la technique. Maintenant, on va regarder ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, vous voyez ici, ça c'est vraiment les dernières stades. Nous avons actuellement 174 sociétés dans le monde qui produisent de la viande de culture. Quand on dit la viande de culture, il y a aussi les poissons et les produits de la mer aussi de culture. Ici, vous avez tous les noms de ces sociétés-là. Et ici, vous regardez finalement les investissements de ces sociétés-là. Ce qu'on remarque quand même, que à partir de 2020, vous voyez ici, il y a eu quand même entre 27 et là, l'année d'après, on a eu 43 nouvelles
Après, c'est 36 et en 2023, plus 8. Ça montre qu'il y a eu un engouement et les choses se sont un peu calmées depuis. Maintenant, on va regarder quelle est la logique de ces sociétés-là. Moi, en tant que chercheur, est-ce que je procède de la même manière que les sociétés, finalement, qui font ou qui fabriquent la valeur de culture? Regardez un scientifique, finalement, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est partir d'une idée. Généralement, cette idée, elle part de la fin du projet précédent, parce que quand on finit un projet, parfois, on a plus de questions que de réponses. Et à partir de ces nouvelles questions, on va commencer un nouveau projet, et c'est comme ça que la science avance. Donc, on a une idée pour laquelle on va répondre à un projet. Ce projet sera expertisé, et si tout va bien, on va obtenir un financement. On a un financement, on commence la recherche. On va avoir la recherche, on va produire des résultats. Une fois qu'on a les résultats, on va communiquer là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne dans la recherche. Dans les startups qui travaillent sur la valeur de culture, c'était complètement l'inverse. Ils partent d'une idée, ils ont un projet. Donc là, ça c'est le processus de la recherche normale, la logique de la recherche a été inversée. Voilà. Donc là, on a une idée, c'est de faire de la valeur de culture. Très bien, on a un projet qui va financer ça, ensuite on va communiquer. Après avoir communiqué, on va essayer de trouver des financements, recherche et expertise à la fin. Donc au lieu de commencer par l'expertise, on finit par l'expertise. Au lieu de finir avec la communication, on va commencer avec la communication. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite comment. Par exemple, quand en 2013, cette technologie est apparue la première fois, on l'a nommée Clean Meat. Clean en anglais, c'est propre. Donc on l'a nommé, ça c'est la viande propre. Je me rappelle d'ailleurs dans un jury, j'avais posé la question à une étudiante qui utilisait le terme clean meat. J'ai dit, est-ce qu'on peut considérer que la viande qu'on consomme régulièrement, c'est de la dirty meat? Parce que c'est de la viande dégueulasse. Puisque par opposition, elle m'a dit non. J'ai dit heureusement. Du coup, on l'a appelée la clean meat, la viande propre. Et quand on leur a posé la question, pourquoi vous l'avez appelée, c'est de la viande propre? Ils ont dit parce qu'elle est propre, parce que sanitairement parlant, elle est maîtrisée, elle est produite dans un laboratoire, et non pas dans une ferme. Ok? Donc vous êtes sûr de la qualité sanitaire de ce produit. Ils ont dit oui. Et aussi, ils ont dit, on l'a appelée aussi propre, parce qu'elle est propre par rapport à l'environnement, elle ne va pas polluer la planète. Ça, c'était en 2013. J'ai eu la chance de participer dans la première consultation d'experts organisée par la FAO en 2022 à Singapour. On s'est réunis pendant une semaine, une vingtaine de scientifiques, pour sortir au mois d'avril 2023 un rapport qui fait 130 pages pour dire à la fin, a priori, la viande de culture sera saine. Donc les choses sur lesquelles ils avaient communiqué en 2013, on les a démontrées scientifiquement en 2023, 10 ans après. Donc c'est pas ça la recherche. Et en termes d'impact environnemental, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas démontré le caractère vert ou le caractère écologique ou le caractère propre de la viande de culture. Donc en termes de stratégie, c'est pas du tout la stratégie qu'on a habituellement dans la recherche. Et d'ailleurs, on avait co-signé un certain nombre de chercheurs français en 2023 une tribune dans le monde, et nous avons conclu avec cette conclusion. Nous avons besoin d'une expertise collective et transparente par des organismes tiers indépendants qui doivent avoir accès aux résultats existants en attendant le principe de précaution doit s'appliquer. Vous allez voir, je ne suis pas là pour dire ou donner un avis qui soit personnel, non, je suis juste là pour décrire ce qu'on connaît à l'instant T dans la littérature scientifique. Je parle, et j'ai pas vu l'heure. Ok. À mon avis, je vais pas aller jusqu'aux insectes, voilà. Plusieurs incertitudes, ça c'est sûr. C'est un sujet nouveau sur lequel on connaît pas beaucoup de choses. On connaît certaines choses, mais on ignore quand même pas mal de choses. Regardez l'aspect sanitaire sur lequel vous avez déjà communiqué en 2013, alors que l'expert, on est là en photo. Hein, bon, désolé, vous ne voyez pas ma tête, mais je suis bien là. Donc ça c'était à Singapour en 2022, on était 2 chercheurs français sur une vingtaine à peu près dans le monde. Et en fait, on avait conclu ça. Que sur l'aspect sanitaire, il y a des points positifs potentiels. Tout d'abord, a priori, il y a moins de risques de prolifération d'agents pathogènes, comme le salmonella, Escherichia coli, etc., puisque globalement, c'est un environnement assez maîtrisé. Deuxième point positif, limitation des épidémies. Ça ne vient pas directement, enfin, ça vient des animaux, mais c'est juste un prélèvement, donc a priori,
on n'est pas très concerné par les épizooties ou les zoonoses, ce sont les maladies transmises par l'animal à l'homme. Troisième point, réduction des vaccinations et l'utilisation d'antibiotiques. D'ailleurs, une des sociétés pionnières dans le domaine du mosanite qui a été créée par Mark Post, celui qui a créé le premier burger artificiel, atteste que depuis 2019, il n'utilise plus d'antibiotiques pour produire la viande de culture. Et d'ailleurs, la majorité des sociétés qui travaillent là-dedans disent que pas d'antibiotiques dans notre domaine. Et du coup, s'ils n'utilisent pas d'antibiotiques, ils ont vraiment intérêt à maîtriser la chaîne sanitaire. Les risques potentiels. Vous voyez, on parle de potentiel. Encore une fois, le produit n'est pas disponible. Donc on ne peut qu'avoir des suppositions. Donc le premier point, contamination accidentelle à écarter. Donc il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques. Donc s'il y a une contamination accidentelle, les risques d'être assez graves. Deuxième point, est-ce qu'il y aurait une instabilité génétique au cours de la prolifération cellulaire? Ce sont des cellules qui se développent de manière illimitée. Donc, le risque d'instabilité génétique, on n'est pas à l'abri de ça. Et la priorité de la recherche, c'était la conclusion un peu de cette expertise, le rapport est disponible en ligne de la FAO. Il va falloir mettre en place des normes de niveau de résidus des intrants, définir les concentrations des intrants, recyclage des milieux. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces molécules que vous mettez dans le milieu de culture? On va en faire quoi? C'est bien beau de dire la viande propre, mais encore faut-il maîtriser toute la chaîne. Et parmi les choses sur lesquelles on a vraiment beaucoup de flou, quel est le devenir de contenu des milieux de culture? Qu'est-ce que vous allez faire de tous les consommables que vous allez utiliser pour mettre en place cette viande de culture? Donc il va falloir être prudent à ce niveau-là. Et bien entendu, on a besoin aussi de voir les conséquences de la modification génétique et l'évaluation du produit final. En Europe, on ne l'a pas toujours, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, on va regarder la qualité nutritionnelle de manière assez rapide. Tout d'abord, ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est l'un des aspects qui a eu le moins d'études sur le sujet. Une seule étude belge en 2020. Une seule étude scientifique. Et d'ailleurs, quand on pose la question, quelle est la comparaison entre la viande de culture et la viande conventionnelle, je sors parfois un lien que j'ai trouvé sur LinkedIn d'une étude qui n'est pas officielle. Et donc, on manque clairement de données sur le sujet. Et donc, il y a une nécessité de fournir un produit à haute valeur nutritionnelle. Ils ont intérêt vraiment à ramener un produit. Elle est là, elle est la seule sur le sujet. Donc, tout d'abord, il va falloir vraiment, ils ont intérêt, en tout cas ceux qui produisent de la viande de culture, de nous offrir un produit de haute qualité nutritionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la viande, avec tout ce qu'on peut dire sur la viande, ou les produits animaux, nous offrent en tout cas une qualité de protéines, des acides aminés essentiels, etc. Donc le produit qui est censé les remplacer ou les substituer, au minimum, il faut qu'il les apporte la même chose. Deuxième point, ajuster le contenu en lipides et la composition en acides gras. Tout à l'heure, j'ai entendu que la viande posait un problème à travers les acides gras, beaucoup de graisse, notamment dans certaines viandes, etc. Et bien là, j'espère qu'ils vont nous fournir une viande qui n'est pas trop grasse parce qu'ils maîtrisent les choses. Ajouter des antioxydants, augmenter la teneur en myoglobine. Pourquoi myoglobine? Parce que c'est une viande qui est complètement pâle. Elle ne pousse pas sur l'animal, donc il n'y a pas d'irrigation sanguine. À partir du moment où il n'y a pas d'irrigation sanguine, il n'y a pas la myoglobine. La myoglobine, c'est le pigment du muscle qui donne cette couleur rouge finalement à la viande. Ben là, c'est une viande qui est complètement pâle. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Mark Post en 2013 avait assaisonné son produit. En termes de coloriage, il avait utilisé du jus de betterave et il avait assaisonné des exhausteurs de goût, etc. Du coup, on est tombé carrément dans un produit qui était ultra transformé juste pour ressembler à la viande. Et il y a un certain nombre d'autres priorités que je vous laisse regarder ici. Maintenant, on va regarder la qualité sensorielle ou organoleptique. Je regarde l'heure. J'essaie de faire. Quelle est la qualité sensorielle? Tout d'abord, c'est pas parce que vous avez la même composition ou une composition similaire à la viande que vous aurez à coup sûr le même goût de la viande. C'est pas sûr. Et là, l'illustration est là. Vous voyez, c'est pas parce que, je suis désolé, c'est pas forcément le produit le plus diététique que les choses. C'est juste une illustration. Je ne vous montre pas de manger de la Nutella tous les jours. Donc, ici, on a quand même un certain nombre de choses à voir. Donc, en termes de qualité organoleptique, a priori, ils ont vraiment beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Et d'ailleurs, les personnes qui ont goûté cette viande, ils disent qu'elle est tellement servie souvent avec une panure ou chapelure
l'expérience globale, elle n'est pas inintéressante, c'est plutôt assez bon. Sauf qu'on n'arrive pas à différencier ce qui est apporté par le produit lui-même ou par tout ce qui est autour, quoi. C'est ça. Alors que ceux qui ont dégusté le produit lui-même, c'est vrai que globalement, il n'y a pas trop, c'est normal, il n'y a pas trop de gras dedans, et c'est le gras qui apporte le goût. Hein, c'est pour ça, par exemple, si vous prenez une viande qui est très tendre, la viande qui est issue de la cula, finalement, le bovin, vous voyez, en Belgique, il y en a beaucoup. Donc le cula, c'est un animal qui a subi une mutation, et que ça fait une carcasse énorme, une viande hyper tendre, mais par contre, c'est une viande qui est complètement fade. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux très tardifs, donc ils poussent les muscles avant, mais le gras n'arrive pas du tout au moment de l'abattage. Donc s'ils ne sont pas servis avec une bonne sauce, ça fait une viande qui est complètement fade. Et là, c'est le cas. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût, ça c'est net. Donc là, visiblement, en termes de goût, ils ont vraiment beaucoup d'efforts à faire. Nécessité de cultiver un ensemble de types de cellules pour essayer d'apporter tout ça sous forme d'adipocytes, fibroblastes, etc., etc. Je vais rapidement un peu sur ces aspects-là. Maintenant, les avantages environnementaux, et notamment on avait appelé ça viande clean, donc au propre, est-ce que c'est vraiment bon pour la planète? On va voir ça. Regardez les études scientifiques. D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est normal parce que le produit n'est pas disponible encore. Donc on ne peut faire que des suppositions, des prévisions basées sur la modélisation. Contrairement à la viande qu'on connaît, qu'on a, sur laquelle on peut faire des travaux scientifiques. Donc regardez la première étude, elle est là, en 2011, qui place la viande bovine bien au-dessus de la viande artificielle ou de culture, c'est la même chose, hein, c'est la viande de laboratoire. Donc, en 2011, on avait dit que la viande bovine pollue beaucoup plus en termes de gaz à effet de serre par rapport à la viande artificielle. Poulet et porc, c'était au-dessus. En 2015, une étude américaine, elle a montré totalement le contraire. Vous voyez, elle a placé la viande artificielle qui était là, elle l'a placée bien au-dessus de la viande bovine. Et donc finalement, on a eu un seul scientifique qui était là, Tumisto, et on a eu Mati qui a dit totalement le contraire. Et on a eu une scientifique anglaise, ou un groupe de scientifiques anglais qui avait dit une conclusion qui n'a rien à voir avec la première et la deuxième. C'est une conclusion intermédiaire. Quelle est sa conclusion intermédiaire? En fait, ils avaient dit qu'il faut faire la différence entre une comparaison entre la viande conventionnelle, notamment viande bovine, et la viande de culture à court ou à long terme. Je m'explique. La viande de culture, elle est faite dans des laboratoires, dans des bioréacteurs énormes, donc il faut les chauffer avec du CO2, c'est dioxyde de carbone. Alors qu'on sait très bien que dans l'élevage, le gaz à effet de serre qui pose problème, c'est pas le CO2, c'est le méthane, CH4, qui est un puissant gaz à effet de serre, ça c'est indiscutable. Sauf qu'on sait très bien que si on va calculer sur 100 ans, le méthane est puissant à l'instant T, mais sur 100 ans, il va disparaître de manière beaucoup plus rapide qu'un CO2 qui sera moins puissant à l'instant T. Par contre, à T plus 1, il va persister davantage qu'un méthane. Donc, la troisième étude anglaise qui est là, l'étude de Lynch en 2019, avait dit que à court terme, la viande de culture pourrait polluer moins, mais à long terme, c'est sûr qu'elle dépasserait largement la viande bovine. Donc, vous voyez, on a trois conclusions différentes pour la même chose. Et c'est normal, parce que le produit n'est pas disponible, on se base sur des modélisations, et les modélisations, ils sont ce que c'est, enfin, ils ont leurs limites, quoi. Donc, on ne peut pas conclure par rapport à l'avantage environnemental de la viande de culture. Maintenant, on va regarder le prix. Le prix, tout à l'heure, quand on a vu les raisons de baisse de consommation de viande, c'est le prix. Dans un contexte d'inflation, les gens ils aimeraient bien avoir une viande, pourquoi pas une bonne viande, mais surtout moins chère. Donc si vous me proposez une viande qui soit moins chère que la viande conventionnelle, je suis preneur. D'ailleurs, nous avons fait, quand je dis nous, l'ISARA, l'INRA et Bordeaux-Sciences-Agro, nous avons fait une enquête internationale qui a été traduite en plus de 10 langues. Et nous avons diffusé cette enquête un peu partout dans le monde, et souvent on a ce type de réponse, qu'on a les gens qui ont le moins de revenus. Ce sont ceux qui souhaitent acheter cette viande. Et là, on n'a pas trop compris. Finalement, en posant la question, en interprétant ça, on a compris comment ils raisonnent. En fait, les gens ils croient qu'on a fait cette enquête en Afrique, on a fait au Brésil, on a fait en Chine, etc., etc. Et en fait, les gens me disent moi, aujourd'hui, j'ai du mal parfois à acheter de la viande de manière régulière. Si cette technologie-là, cette biotechnologie, m'apporte une viande qui
qui soit pas cher, surtout beaucoup moins cher que la viande, et ben j'aimerais bien l'acheter. Donc finalement, les consommateurs qui sont même ouverts à la consommer, ils attendent une viande qui soit bon marché, qui leur permet vraiment d'accéder à la protéine animale de manière moins chère. Alors si on regarde les prix aujourd'hui, bon, je ne vous parle même pas de 2013, c'est hors de prix. Ok, 2016, hors de prix. 2018, ça reste quand même assez cher. Une fine tranche de steak, 45 €. À mon avis, ça ne risque pas de changer le monde à ce prix-là. Si on va voir en 2022, les coûts actuels de production sont à 10 000 fois plus élevés que ceux de la viande naturelle ou conventionnelle. En 2030, ce n'est pas une réalité, c'est une fiction, c'est une prévision. Quand on leur pose la question, mais j'aime bien parce qu'ils sont toujours optimistes, ils disent qu'ils vont faire passer le coût de production de 1 kg de viande de culture, notamment bovine, à 5,66 $, donc 5,32 € le kilo. Et ça, c'est une promesse. Si on serait encore en vie, d'ici 7 ans, j'aimerais bien revenir pour présenter ça et dire si ça a été réalisé ou pas. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup de promesses, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à les réunir. Donc, à l'instant T, ça reste très cher. Et surtout pas disponible. Je vais finir ma présentation sur la viande de culture avec ça. Le terme durable, durabilité, alimentation durable, c'est un terme qu'on entend partout. Alors que parfois les gens n'ont pas forcément la même signification de ce que c'est une alimentation durable. Souvent, quand on parle de la durabilité, on pense tout de suite à la dimension environnementale, alors que la durabilité est beaucoup plus globale que ça. Et si on prend la définition officielle de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé sur les aliments durables, qu'est-ce que c'est? En fait, ils sont décrits comme étant des aliments sains. Donc tout d'abord, il ne faut pas qu'ils soient nuisibles à la santé. Deuxième chose, ayant de faibles impacts sur l'environnement. Donc vous voyez, l'environnement, il arrive en deuxième position. Troisième chose, il faut que ça soit socio-culturellement acceptable. Les insectes aujourd'hui, ils sont riches en protéines. En Occident, la barrière sociale, elle est très haute. Et entre quelqu'un qui aimerait bien en consommer ou goûter de temps en temps et quelqu'un qui veut en faire son alimentation de base matin et soir, il y a quand même beaucoup de différences. Alors que dans d'autres coins du monde, c'est mangé régulièrement. Mais en Occident, globalement, il y a un frein social là. Donc il faut que ça soit socio-culturellement acceptable. Et en dernier point, il faut que ça soit accessible à tous sur le plan économique. Je suis désolé, si vous ramenez un produit qui soit exceptionnel pour l'environnement et pour la santé, et même acceptable, mais 1 kilo coûte 100 €, il n'est pas durable, il n'est même pas viable, avant de parler de durabilité. Donc ça, c'est la définition officielle de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé de ce que c'est une alimentation durable. Maintenant, on va confronter cette définition avec ses piliers à la viande de culture. Tout d'abord, est-ce qu'elle est saine? Et quel est son impact sur la santé? On ne peut pas conclure. Peu de données. A priori, elle ne devra pas poser de problème sur la santé, mais on est loin de dire qu'elle sera vertueuse. Loin de ça. Deuxième chose, l'environnement peut donner avec beaucoup de contradictions. Donc encore une fois, je ne peux pas conclure à ce niveau-là. Troisième chose, socio-économique, prix encore très élevé. Et certains aussi se posent la question sur ok, si on va remplacer la viande par la viande de culture, est-ce qu'on a pensé au devenir finalement des éleveurs dont le métier c'est de produire de la viande finalement? Ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, mais même si on ne rentre pas directement ici. Dernier point, est-ce qu'elle est socio-culturellement acceptable? L'acceptation, elle est vraiment très moyenne. Et on a fait cette enquête, je vous ai dit que partout dans le monde, le pays qui a le plus de résistance par rapport à cette biotechnologie, devinez c'est quoi? C'est la France. Clairement, c'est le pays où on a eu le plus de réponses négatives. Les gens ne veulent même pas la tester, parce qu'on a posé la question si vous voulez la tester et si vous voulez la consommer de manière régulière. Dans certains pays, certains disent je veux bien tester par curiosité, mais pas consommer. En France, même pas tester, on a dit donc à mon avis, elle ne risque pas d'arriver cette année, en tout cas sur le marché européen. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un certain nombre d'articles, bon, certains en anglais, mais il y a certains quand même en français, sur tout ce que j'ai raconté sur la
nutritionnel. Donc, tout d'abord, on parle de steak végétal, viande végétale, burger végétal, avec tout de même, quand on voit ici, la liste d'ingrédients, elle est relativement longue. On trouve de l'eau, de la protéine, des protéines de blé, bouillon, protéines de pois, amidon, etc. Donc la liste, elle est quand même assez longue et assez complexe. Vous voyez que je mets quand même entre parenthèses steak, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler steak. Steak, c'est de la viande. Alors que le terme généralement officiel, c'est galette végétale, qui est beaucoup moins sexy quand même que steak végétal. Mais on n'a pas le droit de l'appeler quand même steak. En théorie, on ne devrait, voilà ce que je mets ici, on ne devrait pas appeler ça un steak puisqu'il n'y a pas de viande. Au point même que les fabricants précisent sur l'emballage sans viande. Vous voyez, c'est clairement mentionné sans viande. D'accord? Donc ce n'est pas de la viande, ce sont des végétaux. Exemple d'analogue traditionnel, les analogues végétaux, pardon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Les analogues végétaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est utilisé, vous avez ici, voilà. Pourquoi je fais ça? Ah, voilà. Donc, tofu, soufu, tempeh, seitan, enfin je prononce très mal, falafel qui est du pois chiche finalement, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont consommées dans certains coins du monde de manière assez régulière. Ça rentre dans le marché français, on les trouve régulièrement, mais à la base, ça fait partie de la nourriture assez classique de plusieurs personnes sur la planète. Donc les substituts ou les analogues traditionnels existent, mais auxquels on a rajouté quand même tout un tas de nouveaux produits avec de nouvelles formules. Maintenant, on va regarder la qualité nutritionnelle de ces analogues végétaux. Vous regardez ici la composition en protéines, la teneur en protéines. Grammes par 100 grammes d'aliments prêts à consommer. Et on voit ici en rouge le bœuf, ensuite vous avez le porc, la volaille, le poisson et les produits laitiers. Et ensuite vous avez les végétaux, notamment les analogues végétaux. Donc vous voyez que les analogues végétaux possèdent des teneurs en protéines très inférieures aux produits animaux. Comparé le bœuf par rapport aux analogues végétaux, il y a quand même beaucoup de différence. Ça c'est quantitativement parlant. Maintenant on va regarder les protéines, mais de manière à voir sur le produit prêt à consommer. Parce que vous trouvez dans certains sites, ils montrent que les légumineuses sont hyper riches en protéines, ce qui est vrai, ce n'est pas discutable. Par contre, ils donnent des quantités sur les légumineuses sèches. Alors que finalement, on s'est rendu compte qu'après cuisson, ça perd un peu. Donc ça serait bien quand même, pour être vrai et juste, de raisonner en aliments prêts à consommer. Comme ça, le consommateur il sait que quand il va cuire cet aliment-là, à quoi s'attendre. Il ne faut pas vendre des quantités qui ne vont jamais arriver dans son estomac. Donc il faut raisonner en aliments prêts à consommer. Un autre point, la quantité de protéines apportées par un aliment ne suffit pas à constituer seul un critère de qualité des protéines. Parce qu'il faut aussi rajouter un autre critère qui est la qualité de la protéine. C'est pas parce que tu apportes de la protéine que tu peux être sûr que cette protéine va traverser la paroi intestinale qu'on appelle la biodisponibilité de la protéine. C'est pas parce qu'on a mangé un complément alimentaire de telle ou telle vitamine ou tel fer qu'on va forcément le retrouver dans la circulation sanguine. Je ne suis pas nutritionniste, mais en tout cas, c'est ce que les nutritionnistes disent. Donc il faut, pour qualifier les protéines, s'intéresser à la quantité d'acides aminés. Acides aminés, ce sont les composés qui composent la protéine, notamment les acides aminés essentiels. Pourquoi on les appelle essentiels? Parce que le corps humain n'est pas capable de les synthétiser. Et si on parle d'acides aminés semi-essentiels, ce sont des acides aminés fabriqués à partir d'acides aminés essentiels. Vous voyez, ils sont en position intermédiaire, et vous avez des acides aminés non essentiels que le corps humain peut fabriquer. Donc il faut raisonner en acides aminés essentiels, et aussi on peut raisonner avec l'aptitude à être hydrolysé ou digéré, c'est la biodisponibilité. Et là, les scientifiques avaient mis en place un indicateur qui s'appelle le DIAS. Et finalement, c'est le score en acides aminés essentiels corrigé par la digestibilité au niveau de l'ion avant le côlon. En fait, pour dire quoi? Pour dire que quelle est la quantité réelle de protéines qui va rester finalement, qui sera absorbée réellement. Et là, quand on va comparer en fonction de ce fameux facteur, on va regarder déjà la digestibilité en fonction du DIAS des protéines. Là, vous avez le bœuf, vous avez le porc,
Vous avez la volaille et vous avez ici les légumineuses et céréales. Vous voyez que c'est quand même au-dessous des produits animaux. De manière globale, c'est quand même au-dessous des produits animaux. Donc ils ont une meilleure digestibilité par rapport aux végétaux. Maintenant, on va regarder un autre composé qui est le fer. Et vous voyez à gauche en rouge les produits animaux, à droite en vert, ce sont les produits végétaux. Bon, l'anémie pose un gros problème de santé publique, ça je pense que vous connaissez, et vous voyez que les teneurs en fer sont plus faibles dans les produits végétaux par rapport aux produits animaux. En bref, parce que j'ai fait ça de manière assez simple, donc la qualité nutritionnelle des produits animaux qui portent sur des critères comme l'apport d'acides essentiels, la biodisponibilité, etc., est assez supérieure par rapport aux produits végétaux. Ça ne veut pas dire que les produits végétaux ne sont pas bons, mais quand on compare, il faut être raisonnable dans la comparaison. Deuxième point, il n'y a pas d'aliment idéal. Il n'y a pas d'aliment miracle, ça n'existe pas. Il convient de manger varié, de tout. L'homme est omnivore à la base. S'il ne veut pas manger des produits animaux, il a vraiment intérêt à complémenter son alimentation de manière à ce qu'il apporte quand même ce que contiennent les produits animaux. Par exemple, la vitamine B12, vous n'allez pas la trouver dans les végétaux. Elle est spécifique au règne animal. C'est pour ça que quelqu'un qui est totalement végan ou végétalien, il se doit d'apporter une complémentation de vitamine B12. S'il ne le fait pas, il expose quand même sa santé physique et mentale à des problèmes. Certains ils disent j'ai arrêté tout produit animal depuis quelques années et j'ai pas de problème. Je dis oui, pourquoi pas, mais ça ne va pas durer. Parce que le foie stocke une réserve de vitamine B12 entre 3 à 5 ans. Au-delà de 3, voire 5 ans, on va avoir des problèmes. Donc, quand on arrête les produits animaux, il faut complémenter. Donc, il n'y a pas d'aliment miracle, il convient de manger varié. Dernier point, cette excellente qualité nutritionnelle des produits animaux permet de ne pas en abuser et justement de varier avec d'autres aliments, fruits, légumes, etc., pour avoir une alimentation équilibrée. D'ailleurs, tout à l'heure, au début de ma conférence, j'avais parlé sur le lien entre santé et viande, notamment viande rouge. Et parmi les études qui ont été faites en France et ailleurs, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui pose problème dans la viande rouge, c'est souvent le fer. Le fer va poser un problème pour la santé. Okay, les études scientifiques montrent que quand on apporte du calcium et de la chlorophylle, ça va atténuer l'effet négatif de la viande rouge à travers le fer. Et en fait, des chercheurs français qui disent finalement ça revient à manger du fromage avec la viande ou manger une bonne salade au début du repas, tout simplement. Donc en fait, une alimentation équilibrée, a priori, elle devra éviter tout problème lié à la viande rouge. Ici, je vous mets quelques références bibliographiques avant de finir sur une seule diapo ou deux sur les insectes. Donc maintenant, on va finir avec une meilleure, qui est les insectes comme ici. Je suis désolé, il n'y a qu'une seule diapo parce que là, je suis obligé de résumer. Je pourrais revenir un autre jour pour en parler que sur les insectes, mais pour l'instant, je me contente de ça. Donc tout d'abord, les insectes, j'ai une collègue japonaise qui me dit, mais ça me fait rire quand vous parlez sur les nouveaux aliments et vous mettez les insectes dedans. Pour eux, c'est pas nouveau, ils ont toujours mangé des insectes. Donc quand on dit nouveau, c'est en Occident. Mais pour eux, c'est pas nouveau du tout. Et on parle de l'entomophagie, qui est le fait de manger des insectes comestibles. Deuxième point, il y a un certain type bien particulier d'insectes qu'on consomme régulièrement à travers le monde. Troisième point, la consommation d'insectes peut améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Pourquoi pas? Parce qu'elle apporte assez de protéines, etc. Tout le problème réside à est-ce qu'on est capable de produire des quantités énormes en protéines. Il y a une différence entre quelque chose qui va être consommé de temps en temps pour peut-être offrir plus de diversité aux consommateurs et entre quelque chose qui va remplacer la viande de manière totale ou partielle, c'est pas du tout la même chose. On en mange tellement en quantité de viande à l'échelle mondiale, ça va être un peu compliqué, en tout cas dans les années à venir, de remplacer ça par des insectes. Mais pourquoi pas, c'est une alternative intéressante. La valeur nutritionnelle des insectes comestibles est très variable, notamment en raison de la grande diversité des espèces. Il ne convient pas de parler sur les insectes. Ça veut rien dire, il y en a tellement des insectes. Et les mêmes insectes, entre un stade de larve et un stade adulte, c'est pas du tout la même composition.
Entre ce qu'on va lui donner comme aliment et ce qu'on ne lui donne pas, ça va changer. Donc les insectes, ça varie entre espèces, entre stades physiologiques et entre régimes alimentaires. Mais globalement, les insectes, c'est une source assez intéressante, notamment de protéines. Par contre, attention, il y a plusieurs risques quand on parle des insectes. Les gens, généralement, ils parlent comme étant un produit vertueux qui ne présente pas de soucis pour la santé. Il y a beaucoup de toxines, il y a beaucoup de problèmes microbiologiques et bactériologiques et certains virus. Donc la qualité sanitaire, il faut qu'elle soit parfaitement maîtrisée quand on parle d'insectes. Et encore une fois, il est peut-être facile de maîtriser l'aspect sanitaire des insectes quand on a un élevage qui fait la taille de cet amphi, mais quand on va passer à l'échelle industrielle qui va produire pour tout le monde, les risques vont être certainement, en tout cas, plus de chances d'avoir des risques. Dernier point, les insectes constituent une piste prometteuse dans le traitement des déchets, parce qu'on peut leur donner des choses qui vont recycler, et nous on va consommer ces insectes-là, ou on va donner ces insectes-là à l'alimentation du bétail, parce qu'on peut utiliser certains insectes, notamment la mouche soldat noire, qui est vraiment une bonne alternative pour la consommation de volailles. On avait écrit un article sur ça, et c'est vrai que c'est une espèce assez intéressante. Dernier point, tout le monde parle du bien-être animal lorsqu'il s'agit de vaches, mais on ne parle pas trop du bien-être lorsqu'il s'agit d'insectes. Vous savez qu'il y a des études scientifiques qui disent qu'il y a quand même une certaine sensibilité, avec un mode de communication qui est un peu différent, et plutôt un mode de communication chimique, vibratoire, les insectes, différents des animaux, différents des humains, mais on ne peut pas dire que les insectes ne sont rien. Donc, à partir du moment où on va en savoir davantage sur les insectes, à mon avis, les normes vont suivre, et peut-être qu'on va avoir des modes d'abattage différents des insectes. Donc les insectes qu'on écrase aujourd'hui sans faire attention, ils risquent de porter plainte contre vous dans quelques années. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. L'INRA a été créé pour augmenter la productivité animale et végétale à travers, sur Marshall, etc. Est-ce que vous travaillez sur des OGM destinés justement, on a fait toute la sélection animale, pour des aspects justement cellules souches, pour avoir encore plus de capacité à faire la biosynthèse? Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce que dans les aminés essentiels, tryptophane, etc., on peut imaginer demain un substitut liquide où on se nourrirait d'acide aminé recomposé pour éviter de temps en temps de prendre de la viande puisqu'on mangerait les composants individuels? Très bien. Merci pour ces deux questions. Donc pour la première, moi je ne travaille pas personnellement sur la culture cellulaire, mais au moins sur les OGM. Par contre, en effet, c'est un détail que j'avais oublié de dire, c'est qu'on a deux modes pour prélever la première cellule souche qui va faire finalement la source du développement. Soit on va la prélever sur un animal avec une seringue, par exemple, on va prélever quelques cellules, on va les développer, etc. Et la deuxième chose, c'est développer des lignées cellulaires immortelles. Et là, on est pile dans les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés qu'on va laisser se développer. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le problème de la dérive génétique. Ce sont des cellules qui se développent à l'infini, c'est typique la définition d'une cellule cancéreuse. Et ça fait partie des craintes qu'on a au jour d'aujourd'hui d'utiliser des lignées cellulaires. Pourquoi je dis ça? Parce que la biopsie animale, elle n'est pas sans douleur. Et eux, ils vendent leurs produits comme étant quelque chose d'éthique qui ne pose pas de douleur à l'animal, alors qu'avec la biopsie, il y a quelque part une douleur. Donc ils ont proposé une autre alternative qui est les lignées cellulaires immortelles. Et là, ça pose le problème de la dérive génétique. Et je reviens juste sur un point, sur la partie éthique. Cette viande a été appelée parmi les langues, notamment en anglais, victimless meat. C'est une viande sans victime. Les détracteurs de la viande de culture appellent ça fake meat. Vous voyez, il y a des gens très négatifs, il y a des gens très positifs. Moi, je fais sur des termes assez neutres comme viande de culture, par exemple. Donc, victimless meat, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est le sérum de veau dans lequel on va mettre les cellules et la culture cellulaire. Il est issu de veau qu'on va tuer et on va prélever finalement le sérum
pour faire nourrir les cellules. Donc vous voyez, bien sûr, toutes les sociétés à qui j'ai posé la question, ils disent qu'on a trouvé des alternatives végétales et artificielles et on n'utilise plus de sérum artificiel. Quand on leur demande la composition, ils disent que les copyrights, les secrets industriels font qu'on ne peut pas vous dévoiler ça. Entre-temps, nous, les scientifiques, on est entre les deux. Deuxième question, c'était sur la... Manger des acides aminés en viande. Je vous dis pourquoi pas, sauf que la viande n'apporte pas que des acides aminés, apporte avant tout un plaisir, parce qu'on mange quand même pour le plaisir, et on ne mange pas de nutriments, on mange des aliments. Sinon, dans ce cas-là, on va passer en intraveineuse, tout ce qu'on veut, et puis on va perdre justement ce plaisir de consommer. Oui. Moi, je suis très heureux de savoir que je peux enfin manger des vers alors que les vers ont mangé mes ancêtres. Le monde Très bien. Bonne remarque. Vous avez évoqué donc la réticence de l'Europe et de la France, notamment à ces aires de culture. Dans le fondement de ces réticences, vous l'avez évoqué, la réticence des consommateurs, des incertitudes scientifiques. Est-ce qu'il y a pas aussi le produit, sans doute, de l'élevage traditionnel qui doit un peu voilà. Donc, quel est le pourcentage un petit peu dans chacune de ces raisons et peut-être, est-ce qu'on peut espérer comme évolution? Est-ce que ça va changer prochainement? Très, très, très bonne remarque, je vous en remercie. Tout d'abord, au jour d'aujourd'hui, de mémoire, il n'y a aucun dossier de demande de mise sur le marché qui a été déposé en Europe. Certains disent qu'il y en a un qui a été déposé, mais moi, je n'ai pas eu connaissance des détails. Il n'y a aucun dossier qui a été déposé. Une fois que le dossier est déposé, et l'EFSA, finalement l'agence sanitaire européenne, ils disent que tout ce qui, a priori, ce produit ne sera pas commercialisé comme étant de la viande. Ils n'ont pas le droit de l'appeler viande pour l'instant, mais ça sera commercialisé comme étant un nouvelle food. Et pour avoir cette appellation nouvelle food en Europe, il faut qu'ils subissent vraiment une batterie d'analyses, de contrôle, pour démontrer du caractère finalement propre et de l'innocuité de ce produit-là. Donc tout d'abord, voilà, l'Europe, si elle va commercialiser ce produit-là, ça ne sera pas de la viande. Pourquoi? Parce que la viande, c'est un muscle qui a grandi ou qui a subi une croissance sur un animal, et surtout, après l'abattage, le muscle, c'est pas de la viande. La viande, c'est un muscle qui a subi une étape très importante, que les bouchers connaissent très bien, qui est la maturation. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de maturation pour la viande de culture. On parle de cellules qui sont tout de suite transformées et consommées. Donc, ça ne sera pas appelé comme étant de la viande. Deuxième chose, comment les choses vont évoluer? Bon, moi, je n'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 ans, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en France, et l'année dernière, pareil, le Premier ministre avait dit « Tant que je suis ministre, la viande ne sera que naturelle ». Bon, il n'est pas resté très longtemps ministre après, mais en tout cas, c'était vrai pendant son mandat. En Europe, il y a une réticence par rapport surtout aux incertitudes scientifiques. J'ai jamais vu l'argument devenir des éleveurs, l'élevage traditionnel, etc., pour une simple raison. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce produit-là, c'est une menace, clairement, par rapport à la viande conventionnelle. Si on revient à l'histoire, en 2013, quand Marc Post avait sorti son premier steak burger, il avait dit clairement, d'ici 9-10 ans, il n'y aura plus de viande bovine et il y aura de la viande de culture qui va remplacer dans les centres commerciaux et dans les boucheries la viande conventionnelle. Bon, c'était en 2013, 12 ans après, la viande de culture n'est toujours pas là et la viande, j'en ai mangé hier, vous voyez. Donc elle est toujours là. Deuxième chose, c'est après cet engouement médiatique, ils se sont quand même un peu calmés. Au début, ils ont parlé de substitut de la viande. Maintenant, ils ne parlent plus de substitut. Ils parlent d'alternative. Et d'ailleurs, quand on a rencontré le créateur de la société Alan Farms, qui est venu lors d'un colloque organisé par l'Académie d'agriculture à Paris en 2022, il avait clairement dit, attention, nous, on n'est pas là pour remplacer la viande, on est juste une alternative parmi d'autres, comme les insectes,
comme les végétaux, etc. Et on ne veut pas remplacer la viande. On veut juste remplacer une partie de la viande, largement critiquée, qui est notamment la viande issue du système intensif. Sauf que cet argument-là ne tient pas la route, parce que quand ils promettent aux consommateurs un kilo de viande à 5,60 ou à 5,32 € le kilo, à mon avis, ce qui va être vraiment dans une situation difficile, c'est pas la viande issue du système intensif qui a tendance à baisser les coûts de production, c'est plutôt la viande issue du système extensif. Donc finalement, leur concurrence, elle n'est pas face à la viande intensive, leur concurrence, elle est face à la viande extensive. Et en fait, si on va produire de la viande à 5 € le kilo, bah, finalement, c'est l'élevage extensif qui coûte un peu plus cher à produire, qui va disparaître clairement. Donc, du coup, ils ont dit non, c'est une alternative parmi d'autres. J'ai rencontré en 2023 le PDG de la société Meattable, qui est une société néerlandaise, jeune société, jeune start-up qui travaille là-dedans. Et de mémoire, il avait dit, j'espère que je ne raconte pas de conneries dans les chiffres, il avait dit nous, on prétend absolument pas substituer la viande ou substituer les produits animaux. Nous, ce qu'on veut, c'est de récupérer 0,003% du marché mondial de la viande. Et là, il s'est présenté comme étant, même pas une alternative, alors là encore moins un substitut, comme étant un marché de niche pour une clientèle bien spécifique qui veut manger des produits bien spécifiques. Pourquoi je dis bien spécifique? Parce qu'il y a une société canadienne, américo-canadienne, qui présente de la viande de culture issue d'animaux exotiques. Tigre, kangourou, exotique, et d'autres espèces qu'on ne peut pas forcément avoir tous les jours, mais ils proposent de récupérer des cellules par-ci par-là et vous faire un steak à la carte. Mais par contre, il va falloir payer le prix. Donc on n'est pas du tout face à un produit qui va détrôner la viande conventionnelle, consommer largement sur la planète. On est face à des produits qui vont peut-être arriver en Europe, mais à mon avis, ce sera un produit de niche pour une clientèle qui a les moyens pour payer ce genre de produit. Donc l'argument des éleveurs, je ne pense pas. Pour moi, ce qui freine en Europe, ce que nous avons mis dans la tribune publiée dans le monde, c'est les incertitudes scientifiques, nutritionnelles, surtout, sanitaires et environnementales. Au jour d'aujourd'hui, la viande de culture n'a pas démontré, à mon sens, en tant que scientifique, un vrai avantage par rapport à la viande conventionnelle. C'est ça, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous en prie. Votre conférence, tout ce que vous nous avez appris, est très, très intéressant, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça s'adresse d'abord à comment je vais dire, une certaine clientèle, un certain type de consommateur plutôt? Parce que est-ce que le paysan africain, est-ce que le paysan d'Amérique du Sud a les mêmes soucis que nous? Il a d'abord besoin de manger avant tout. Alors que nous, on est quand même déjà dans un autre stade. Je vois la question et j'ai déjà donné quelques éléments de réponse tout à l'heure quand j'ai dit que l'enquête que nous avons faite sur la viande de culture a été diffusée un peu partout dans le monde, dans les pays en voie de développement et dans les pays développés, et notamment en Afrique. Et en Afrique, en fait, on était surpris, et quand même on a eu plus de 11 000 réponses. Et on a eu quand même des réponses très positives avec des gens qui veulent vraiment consommer ça. Par contre, quand on leur pose la question, à quel prix vous voulez acheter cette viande, tous ils disent beaucoup moins cher que la viande. En fait, l'interprétation est simple. Ils n'arrivent pas à accéder aujourd'hui à assez de viande chez eux. Et ils espèrent, en tout cas, à tort ou à raison, on verra à l'avenir, que c'est une viande qui va être commercialisée à un prix très bas. Et ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'accéder aux protéines animales à un moindre coût. Donc finalement, même les gens qui sont en voie de développement s'y intéressent. En Europe, est-ce que les gens s'y intéressent? Oui, les pays anglo-saxons, ils s'y intéressent, parce que le végétarisme s'installe davantage, et le flexitarisme aussi. On a fait la même enquête entre la France et l'Allemagne, on a eu des réponses le jour et la nuit. La France s'y oppose catégoriquement, l'Allemagne, le peuple allemand, enfin, on ne prétend pas que c'est représentatif tout ce que nous avons fait, ça reste un travail humain critiquable certainement, mais ça donne une idée sur le marché allemand. Le marché allemand est assez ouvert à ce type d'alternative. Et en fait, les gens, comment ils voient la viande de culture? Ils disent que, pour moi, je suis attaché aux produits viande, en termes de plaisir, en termes d'aspect, etc., en termes de gastronomie. Mais aujourd'hui, l'élevage, l'abattage me pose un problème éthique. Donc pourquoi pas ne pas accéder à une viande qui ne passe pas par ce circuit classique que moi je n'aime pas. Donc ça me permet d'accéder à un produit que j'aime,
sans passer par un circuit que je n'aime pas. C'est à peu près ça la réalité. Donc vous voyez que la viande de culture, quand même, elle s'intéresse, elle intéresse aussi bien le monde en voie de développement que les pays développés. Oui, je pense aussi qu'il y a un phénomène chez nous en France, on se met devant un steak et pour manger un vrai steak, pour le couper, le sortir, tout l'aspect épicurien du fait. Si on va chez McDo et qu'on regarde la viande dans un burger, bon, ben, que ce soit de la viande avec des plumes, avec des morceaux de bec, ou de la viande faite à partir de cellules souches, le résultat ne va pas être très différent. Donc il y a peut-être aussi une histoire générationnelle là-dedans. Parce que, vu mon grand âge, moi j'ai appris à manger de la viande pour la viande. Mais c'est vrai que ceux qui se gardent de burgers, ils font moins la différence. Et c'est la nouvelle génération qui consomme davantage de produits transformés. Et c'est pour ça que j'ai lu dans un rapport qui a été publié par le CREDOC, le Centre d'études, Observatoire d'études sur le consommateur, avait dit que les jeunes d'aujourd'hui ne mangent pas forcément moins de viande, on parle de tout type de viande. Moins de viande rouge, certes, mais tout type de viande, pas forcément. Par contre, elle a dit que les jeunes d'aujourd'hui transforment la consommation de la viande, ils la consomment plus brute, mais la consomment davantage dans les nuggets, dans les produits panés, dans les burgers, etc. Donc finalement, la quantité finale, elle est là, mais c'est vrai que la qualité derrière, elle n'est pas du tout la même. Et alors, ma deuxième remarque, c'était le fait que quand les sociétés qui veulent nous emmener sur de la viande artificielle promettent à 2030 d'avoir de la viande qui sera à 5,80 € kg, c'est qu'ils ont besoin de lever des fonds pour continuer leur recherche, donc il faut qu'ils fassent des promesses. Absolument. Seront-elles tenues? C'est pas sûr, mais en attendant, ils auront levé des fonds et c'est tout ce qui les intéresse sur le court et le moyen terme. Tout à fait. Tout à l'heure, il y avait une diapo sur laquelle j'avais mis, bon, je ne vais pas détailler, mais ils ont levé quand même beaucoup de francs. Après 2013, alors là, c'était un exponentiel. Après 2020, c'était l'engouement aussi, parce qu'enfin, le produit est commercialisé à Singapour, mais les choses se calment. Certains y mettent ça sur le compte de la crise Covid qui n'a pas aidé les choses, etc. Mais à mon avis, l'engouement est beaucoup plus élevé, et les espérances sont beaucoup plus élevées que la réalité. C'est pour ça qu'on avait publié à l'époque un article assez vulgarisé, intitulé Viande de culture, beaucoup plus de promesses que de réalité. Voilà. Et les levées de fonds, c'est vrai qu'ils ont besoin de rêves, de promesses. Et tous, d'ailleurs, tous les patrons des startups, il y a un journaliste français qui s'appelle Gilles Huneau qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Steak Barbare. Un gros bouquin. En fait, il est parti dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Il a rencontré tous les patrons qui font de la viande de culture. Et ce qui m'avait frappé quand j'avais lu son bouquin, c'est que tous, quand il leur pose la question pourquoi vous êtes lancés là-dedans, tous ils veulent éradiquer la famine dans le monde, tous ils luttent contre la malbouffe, etc. La malbouffe, votre produit est ultra transformé, vous luttez contre la malbouffe. Donc, éradiquer la famine dans le monde, en tout cas pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le faire. Vous voyez. Donc, voilà, beaucoup plus de promesses que de réalité. Madame. Oui, au fil de votre conférence, j'ai l'impression que vous avez envie de me dire que c'est plus simple de manger de la viande. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu avec la vache folle, et actuellement la catastrophe qui s'annonce avec les antibiotiques donnés à profusion à tous les animaux, parce qu'ils sont aperçus que ça crée des maladies, donc on ne donne plus seulement des antibiotiques aux animaux malades, mais à tous. Et en plus, on s'est aperçu que ça les fait grossir. Alors maintenant, ils vont sûrement pas reculer là-dessus, mais on sait que c'est une catastrophe pour nous. Vous avez des antibiotiques sur les gens parce qu'ils n'agiront plus. Donc là, en ce moment, il y a un documentaire sur Arte qui montre ça, c'est vraiment bien étayé. Quoi. Et d'autre part, la plupart des peuples du monde, la plupart des gens dans le monde ne mangent pas de viande. La viande est une décoration sur lors des fêtes, surtout. C'est le seul jour souvent où on mange de la viande. Donc je crois qu'ils ne sont pas spécialement malades en masse. Voilà. Même s'il est possible qu'il y ait un déficit en fer. Mais bon, beaucoup de gens vivent de façon végétarienne au quotidien sans pour cela tomber dans. Merci pour votre remarque. En tout cas, peut-être que je l'ai fait sans que ce soit volontaire. Moi, je ne suis pas là pour dire de manger ou de ne pas manger. Je pars du principe que chacun finalement est libre dans ses choix alimentaires. Mais la viande, en tout cas, reste un produit qui est largement consommé sur la planète. Ça, c'est indiscutable. Et je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la viande, ça reste un élément décoratif.
quand on va regarder, d'ailleurs, si c'est justifié les quantités à produire d'ici 2050. S'il n'y avait pas de la demande, on n'aurait pas produit autant. Donc il y a de la vraie demande. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité nutritionnelle derrière. Mais le point que vous avez relevé est très intéressant et ça m'avait un peu échappé quand j'ai parlé sur les raisons de baisse de consommation de viande, des crises sanitaires. La vache folle fait partie des raisons contemporaines qui a vraiment baissé la consommation de la viande bovine. La baisse a été drastique suite à la crise de la vache folle. 96 et 2000. Deux fois de suite. Ça, c'est vrai que ça avait joué. Entre-temps, ça s'est quand même un peu stabilisé. Et ces dernières années, ça baisse, même si la crise Covid et l'inflation actuelle expliquent quand même pour beaucoup cette baisse de consommation. Donc, les crises sanitaires, certes, ils ne vont pas arranger les choses. Mais en fait, ce que je voulais dire, moi, dans ma conférence, c'est que les crises sanitaires, certes, ils posent un problème. Mais est-ce qu'en offrant aux consommateurs des produits comme la viande de culture ou d'autres produits ultra transformés, est-ce qu'on va vraiment arranger les choses, quoi? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Après, quelqu'un qui peut vivre sans viande, je suis certain. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui ne mange pas du tout de produits animaux, il faut qu'il ait une complémentation. C'est pas moi qui le dis, c'est les nutritionnistes. Par contre, ne pas manger de la viande, manger les autres produits animaux, alors là, je pense que ça règle le problème. Et à mon avis, ça vaut peut-être le coup d'inviter un nutritionniste qui parlera de ces aspects-là. Alors, je vais intervenir sur un aspect. Alors, moi, je ne mange pas de viande, mais je trouve que les Asiatiques consomment de la viande peut-être moins que les Occidentaux, mais ça a généré en fait des problèmes de maladie, notamment des problèmes au niveau dentaire. Beaucoup d'Asiatiques, la plupart des Asiatiques, ont notamment des problèmes odontologiques, c'est-à-dire qu'en fait, nos dents, c'est des choses très sources, parce qu'on n'a pas mangé suffisamment de protéines animales en fait. Et comme on ne mange pas de fromage, c'est vrai, donc il n'y a pas un traitement à ce niveau-là. Voilà, je ne prône pas la consommation de viande, moi je n'en mange pas. Mais par contre, j'ai des problèmes. Voilà, c'est scientifique. On a besoin de la conservation, la qualité de la conservation longue et courte de la viande de culture. Vu la boîte de conserve, tout, on n'a pas d'éléments pour l'instant. Encore une fois, on dépend tellement sur ce sujet des entreprises qui fabriquent la viande de culture, elle n'est pas disponible pour voir sa durée de vie finalement. On n'a clairement pas de données là-dessus. D'ailleurs, parmi les recommandations de la FAO, c'était l'étude de la durée de vie du produit. Comment le produit évolue dans le temps, en termes de couleur, en termes d'aspect, en termes de composition, ça on ne sait pas. Donc, on verra à l'avenir. Avec le réchauffement climatique, on nous prédit, et c'est sûr, de toute façon, des résurgences de pathogènes, de virus, permafrost, etc. Donc, en lien avec ce qui a été dit sur l'encéphalite spongiforme bovine, les grippes aviaires, on a vu l'industrialisation d'énormes risques maintenant, de comment on appelle ça, un shutdown de toute la production animale dans le monde. Quelle serait, à votre avis, la meilleure alternative, ou bien une alternative de source de protéines, d'équilibre alimentaire, si demain on devait se trouver dans cette situation? Est-ce que vous voulez dire alternative qui remplace totalement ou partiellement? Je ne sais pas dire quelle serait l'ampleur de la destruction de tous les élevages, mais on a vu ce qui s'est passé avec l'Asie et tous les élevages de poulets, etc. C'est terrible, hein. C'est vrai qu'il y a un effet domino. Tout à fait. À mon avis, les alternatives végétales, à condition qu'ils ne sont pas ultra transformés, c'est une bonne alternative. Dans tout ce que j'ai raconté, les insectes, pour moi, ça reste quelque chose de niche, en tout cas en Occident. C'est loin de prétendre remplacer vraiment la viande. Dans toutes les alternatives, pour moi, les alternatives végétales, non ultra transformées, pour moi, c'est une piste assez intéressante qui va compléter finalement l'offre, à condition qu'il y ait des produits animaux. On va compléter ça avec d'autres alternatives, de manière partielle ou totale, pourquoi pas. Pour moi, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, c'est difficile de le dire. Est-ce que vous avez étudié la possibilité en fait, du développement de la spiruline en Europe ou en Afrique, en fait, où ça, a priori, permettait de créer de la protéine pas chère et rapidement?
La spiruline, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai eu l'occasion de lire un peu sur la spiruline. C'est vrai qu'elle est présentée comme étant un aliment miracle. Parce que moi je la trouve dans les produits cosmétiques, dans les produits nutritionnels, diététiques, etc. Enfin, c'est quelque chose, on attribue quand même beaucoup de choses à la spiruline. Visiblement, elle est intéressante d'un point de vue nutritionnel. En termes de développement, je sais qu'elle est présentée, encore une fois, comme une alternative. Les algues, de manière globale, c'est présenté comme étant des alternatives. Mais, encore une fois, c'est très prétentieux de dire que ce produit-là, c'est l'alternative. J'avais croisé un chercheur américain il y a quelques années, et on se présentait, et en fait, il m'a dit « Tu bosses sur quoi ?» J'ai dit « Je bosse, entre autres, sur le sujet viande de culture. » Il m'a dit, est-ce que selon toi, c'est le futur? Je dis ça, j'aime pas. Il n'y a pas le futur. À mon avis, le futur réside dans la diversité de toutes ces offres, et pourquoi pas la spiruline occupera peut-être davantage de place pour rajouter plus d'offres à un consommateur qui est de plus en plus exigeant. Donc à mon avis, si on peut produire toutes ces alternatives, moi je ne serais pas hostile qu'il y ait de la viande de culture pour ceux qui ont les moyens de l'acheter et qui veulent la consommer, qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des alternatives végétales, des algues et de la spiruline, et aussi qu'on garde la viande, mais peut-être en gardant la viande, essayant peut-être de produire de manière un peu plus saine, de raisonner de manière différente le système de production, d'où le terme agroécologie, produire de manière un peu plus agroécologique, de manière moins intensive, plus respectueuse de l'environnement, en rajoutant des alternatives. Peut-être que l'ensemble de tout ça permet de répondre en partie aux attentes des consommateurs. Donc la spiruline, c'est une piste intéressante, mais encore une fois, pas seule, avec les autres pistes, pourquoi pas. Est-ce qu'on a une idée, en gardant une nutrition correcte, de la quantité de viande minimale? Alors, en complétant avec des pois chiches, avec des lentilles, etc. Est-ce qu'il y a des menus types? Menu type, non, mais pour la viande, je peux vous répondre, parce qu'actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie d'une commission d'experts qui travaille sur 3 ans pour l'OMS, pour à la fin sortir 2 choses. La première chose, quelles sont les recommandations en termes de viande rouge? Encore une fois, il n'y a pas trop de recommandations pour la viande blanche parce qu'elle ne pose pas de problème. Les recommandations sont sur les viandes transformées, notamment la charcuterie et la viande rouge. Et la deuxième chose de cette expertise, le deuxième objectif, c'est de parler quelle est la part de substitution qu'on peut avoir sans forcément nuire à notre santé. Et parmi les recommandations qui ont jusque-là existé, mais avec cette nouvelle expertise OMS, on risque de remettre à jour les chiffres, on parle de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et attention, ce chiffre-là, on parle de viande cuite et non pas de viande crue. Quand on ramène ça à la viande crue, ça revient à peu près à 700 grammes de viande crue par semaine. À peu près 100 grammes crue, ce qui revient à peu près à un steak de 80 grammes de rouge par jour. Pardon. Ça, c'est les recommandations de l'OMS jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Sauf que l'OMS est en train de remettre ça à jour. Justement, je fais partie des experts qui vont, d'ici 3 ans, émettre de nouvelles recommandations, avec tout de même un nouveau volet, qui est le volet substitution. Si on doit substituer une partie de la viande, quelle serait la part de la substitution et quel est l'impact de cette substitution? Parce que, encore une fois, mais la substitution, c'est un sujet très délicat. Je vous donne juste une petite anecdote. En 2019, il y a le Eat Lancet, qui est une revue très prestigieuse, qui avait sorti la diète saine de référence. La healthy diet, ils l'ont appelé en anglais. La diète saine de référence, c'est quoi? Ils ont dit que si tout le monde consomme cette diète sur régime alimentaire, ça va sauver tant de personnes dans le monde, ça va sauver la planète également, et on sera en bonne santé, il n'y a pas de problème. Dans cette diète de référence, on s'est rendu compte qu'il y avait des intervalles d'aliments et qu'on pouvait mettre carrément à zéro le curseur pour la viande et manger que des végétaux. Parce qu'ils ont donné quoi? Ils ont donné des valeurs moyennes, mais dans un intervalle, en disant que là, tu peux bouger le curseur sans forcément nuire à cette diète saine de référence. Juste 1 an après, une autre publication est sortie pour critiquer cette diète saine de référence par 2 points. Le premier, c'est cette diète saine de référence, elle n'est pas durable. Pourquoi?
Et le dernier point d'une alimentation durable, c'est qu'il faut qu'elle soit économiquement accessible. Et en fait, cette étude scientifique a montré que cette diète, qui est présentée comme étant saine, qui va sauver le monde, elle n'est pas accessible à 1,6 milliard de personnes sur la planète. Parce que les végétaux, il y en a tellement, les légumineuses, il y en a tellement, etc., etc. Ça fait augmenter finalement le prix de cette diète saine de référence. Deuxième point, c'est l'impact environnemental. Parce que quand on parle de la substitution viande-végétaux, quand on va remplacer, par exemple, quelqu'un qui veut enlever 100 grammes de végétaux par jour, 100 grammes de viande de son alimentation, il consommait par exemple 150, il va passer à 50. Donc il va enlever 100 grammes de viande par jour. Si tu dois remplacer de manière isocalorique, c'est-à-dire quoi isocalorique? En restant sur la même quantité de calories pour ne pas avoir de problème de santé justement, si on doit respecter l'apport isocalorique, on va remplacer les calories apportées par 100 grammes de viande, mais on ne va pas les remplacer par 100 grammes de végétaux, parce que la viande elle est beaucoup plus énergétique. On va les remplacer par 300, 400, voire 500 grammes de végétaux. Et là, l'impact environnemental il va complètement s'envoler. Vous voyez? Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que la question de l'alimentation, elle est vraiment complexe. Et c'est dommage parfois d'entendre des solutions très simples, voire simplistes, et les gens ils présentent ça comme étant la solution. Il n'y a pas une seule solution, il y en a certainement plusieurs, et qu'il n'y a pas un aliment bien. C'est peut-être, on va trouver le bien un peu partout, il faut aller le chercher là où il est, quoi. Tout simplement. Je ne suis pas un philosophe, mais en tout cas, j'avais beaucoup de certitude quand j'ai intégré cette consultation d'experts OMS. En fait, je me suis rendu compte que sur chaque sujet, il y a des divergences entre les scientifiques, il y a des avis différents, il y a des publications qui disent une chose, mais il y en a d'autres qui disent le contraire. Et en fait, c'est pour ça que quelqu'un qui est scientifique, il se doit être modeste et avoir beaucoup d'humilité, parce qu'on croit avoir la vérité, mais en fait, la vérité est beaucoup plus complexe. Et regardez cet exemple d'une diète qui a été présentée comme étant la diète la plus saine au monde, avec un article qui est le plus cité ces dernières années au monde. Et au final, cette diète n'est pas accessible à 1,6 milliard de personnes sur la planète. Donc voilà, l'alimentation, c'est passionnant, mais c'est très complexe. Merci à vous.